l'heure du changement climatique, se trouver dans un désert prend une autre dimension. Est-ce notre futur qui défile sous mes yeux ? Dans ce désert au bord de la mer, vivaient des hommes. Avec leurs croyances, liées aux forces de la nature, se sachant dépendants d'elles. Je contemple, mais ma destination est plus verte. L'Amazonie et ses peuples autochtones. Dans quel état vais-je trouver notre poumon vert ? Retour à la réalité urbaine. 30 heures de bus avant l'Amazonie. Déjà trop d'avions. Le trajet fait partie de l'aventure. Sortir peu à peu des paysages désertiques, s'arrêter en chemin, découvrir une oasis, des vestiges de la civilisation Nazca, passer par la cordillère des Andes. À Cusco, fuir les touristes et le Machu Picchu. Pour finalement arriver à destination. Puerto Maldonado, l'une des portes d'entrée sur l'Amazonie. Je m'installe dans un hôtel me permettant de faire face à la chaleur humide, caractéristique de cette saison des pluies, qui tarde à bien vouloir donner son eau. À côté de mon hôtel, un mirador assure la promotion de la ville. Capitale de la biodiversité. Il est rempli d'affiches semblant dater un peu. La partie haute permet d'observer la ville. Et de voir enfin, au loin, la forêt amazonienne et la rivière Madre de Dios, qui alimente l'Amazone.
me promenant dans Puerto Maldonado, je découvre à ma grande surprise un restaurant français. La propriétaire du lieu s'intéresse à mes recherches et me recommande un ouvrage, édité par des anthropologues. Un livre sur l'historique des populations autochtones de la région. Le hasard fait bien les choses. De retour à l'hôtel, je plonge dans ce livre bien que mon espagnol soit assez rudimentaire. Heureusement, j'ai du temps à y consacrer. Il se trouve que Thomas Moore, l'un des co-auteurs du livre, vit à Lima, mais vient régulièrement à Puerto Maldonado et est un client régulier du restaurant français. Je vais pouvoir le rencontrer dans 2 semaines. En attendant, son livre est une source d'informations précieuses. La région où je me trouve s'appelle Madre de Dios. Un très grand nombre de peuples autochtones y vivent. Je vais devoir me familiariser avec les noms de toutes ces ethnies. Aragbut, Essera, Iñapari et bien d'autres encore. J'espère pouvoir aller à leur rencontre, pour faire entendre leur voix sur la situation de la forêt amazonienne et comprendre leur culture. Les anthropologues ont démontré que les peuples autochtones, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas des êtres humains en retard de développement, mais des humains qui se sont développés dans une autre approche du monde, vivant en harmonie avec la nature. Il me semble qu'il est dans notre intérêt de les écouter, de les comprendre, non pas pour vivre comme eux, mais pour nous aider à définir un nouveau mode de vie occidental, le nôtre étant remis en cause par le changement climatique. Je pense que Thomas Moore pourra m'aider à les approcher et à les comprendre. En attendant, une première aventure m'attend. Mon périple va commencer par une visite de la forêt, accompagné d'un guide qui m'amène dans une zone protégée. Sur la route, la déforestation est visible. Un crève-cœur pour l'amoureux d'arbres que je suis. Les grands arbres nous sont pourtant bien plus utiles vivants que morts, en cette période de changement climatique, pour leur faculté à absorber le CO2 et à réguler le climat. Heureusement, plus loin, dans la réserve, je découvre les merveilles de l'Amazonie en suivant mon guide. Les arbres sont gigantesques. Les lianes impressionnantes. Mon guide attire mon attention sur l'une d'entre elles. Ceci est une liane qui se nomme ayahuasca. Cette liane, avec aussi un autre type de liane, s'assemble pour la préparation de l'ayahuasca. Mais la plus importante est celle-ci. C'est une sorte de boisson hallucinogène. Tu la prends et tu vois beaucoup de choses que tu veux voir. J'aimerais avoir la chance de croiser des animaux sauvages, mais seuls les insectes se montrent à moi. Les réserves n'attirent pas la sympathie des braconniers en tout genre qui sévissent dans la région. Dans celle-ci, de jeunes arbres sont plantés. Il s'agit d'arbres fruitiers,
mais leurs fruits sont destinés à nourrir les animaux sauvages, qui ne trouvent plus de nourriture dans les forêts massacrées. Sur le retour, des perroquets se cachent en hauteur. Mais mon téléobjectif arrive à les surprendre. Et c'est alors que nous sommes en route que la première vraie pluie de la saison nous surprend. Un véritable déluge. Je rentre à l'hôtel préparer ma prochaine visite. Une communauté autochtone SCRA se trouve à moins d'1 heure en voiture de Puerto Maldonado. La communauté Infierno. L'enfer. La légende dit qu'un Japonais qui était venu là en pirogue a déclaré « c'est un enfer », tellement il y avait de moustiques. Le nom est resté. C'est la communauté qui a l'air la plus accessible, puisqu'elle est même présente sur des guides touristiques. J'ai hâte d'y être. Sur le chemin qui me mène à la communauté Infierno, un doute m'assaille. J'ai le sentiment étrange que je ne vais pas être bien reçu par les tribus. Que vont-ils penser de moi, l'occidental? Pourquoi répondraient-ils à nos questions, nous qui avons saccagé la planète? Nous arrivons. Je sors de mes pensées et me remets dans ma position d'observateur. L'endroit est vaste, avec des maisons, des signes de modernité. Le calme règne. La chaleur doit y être pour quelque chose. Les hommes sont dans les champs, les femmes font de l'artisanat. On m'amène voir la présidente de la communauté qui vient fraîchement d'être élue. Le territoire ancestral des SCRA vient de la Bolivie et va jusqu'à Puno. C'est notre territoire ancestral. Mais malheureusement, la réserve créée par l'État nous a coupé des territoires ancestraux que nous pouvons difficilement utiliser aujourd'hui. Nous ne pouvons pratiquement plus les utiliser. À Infierno surtout, le territoire est vraiment petit. Nous n'avons même pas 10 000 hectares, ce qui est super petit. Mais malgré cela, nous continuons d'utiliser notre territoire ancestral, même si la loi de l'État nous l'interdit. Nous n'en avons pas le droit, mais nous maintenons toujours l'utilisation de ces terres. Principalement, il s'agit de cueillettes, de graines, de plantes médicinales. Nous l'utilisons pour ce type d'activité. Les gens chassent pour survivre et également par coutume. Et continuent d'utiliser ces territoires que nous considérons comme les nôtres.
Ils ne sont pas riches en mines, pas riches en châtaignes, pas riches en bois. Quelle activité pratiquer? Pour les villageois, ou les comuneros comme nous les appelons, la seule chose qu'ils peuvent faire, que nous faisons, c'est l'agriculture. Et si nous faisons de l'agriculture année après année, nous allons rester sans forêt. C'est le piège, la faiblesse ou le problème d'un territoire trop petit. Auparavant, les comuneros vivaient dans de petites fermes, éparses. Il n'y avait pas de village nucléaire. Et pour venir à Puerto Maldonado, nous ne le faisions que par bateau. Et ça prenait beaucoup de temps. C'était une difficulté, car nous venions à Puerto Maldonado et nous n'avions nulle part où dormir. Et retourner dans la communauté était impossible, parce que ça prenait toute une journée. Ce n'était pas possible. C'est à cette époque que l'État a ouvert la route, qui donne aujourd'hui un accès de la communauté à la ville. Cela a fait croître les besoins. Cela affaiblit également la communauté, parce que les membres de la communauté peuvent maintenant aller et venir. Et cela génère également plus de besoins. Parce que vous voulez avoir plus de choses. Et comme vous le dites, vous pouvez déjà avoir un soda. Vous en voulez de plus en plus. Comme vous introduisez de plus en plus de choses de la ville dans la communauté, ça finit par devenir une faiblesse. Tout développement s'accompagne de bon et de mauvais. Et le mauvais, c'est que nous sommes très proches de la ville et on prend d'autres habitudes, ou on intègre de nouvelles coutumes dans la communauté. Cela vous amène également à avoir plus de besoins, économiques, sociaux, sanitaires, de tout. C'est inquiétant pour la communauté, le changement climatique. C'est très très inquiétant, car dans le passé, les SERA disaient que chaque jour le soleil baisse, selon nos croyances ancestrales. Chaque jour, le soleil baisse. Et il fait vraiment chaud. On n'a jamais ressenti la chaleur auparavant à ce point. Les pluies sont différentes. Les époques de plantation ont beaucoup changé. C'est très perceptible. Et vous pouvez constater que le changement climatique a des répercussions et qu'il a changé beaucoup de choses. Les SERA respectaient beaucoup la nature. Un SERA ne pouvait pas rentrer dans la forêt comme ça, juste parce qu'il en avait envie. Il y a toujours eu un respect pour la nature. Je termine ma visite pour le moins perplexe. Eau courante, électricité, un collège, des soldats dans les échoppes. Je suis bien loin de l'image d'Épinal que j'avais des peuples amazoniens. Mais beaucoup d'autres communautés existent, dans des endroits plus reculés. J'ai eu Thomas Moore en ligne. Notre rencontre se précise. En attendant, c'est la rivière qui m'attire. À Puerto Maldonado, j'embarque dans cette eau que l'on dit polluée, remplie du mercure des chercheurs d'or. Mais, à cet instant précis, je ne veux pas réfléchir. Juste profiter de la fraîcheur bienfaisante de l'eau. Et voilà enfin le moment que j'attendais tant. Ma rencontre avec Thomas Moore, anthropologue.
qui a passé 50 ans dans cette partie de l'Amazonie avec les peuples autochtones. Une interview qui m'a marqué la suite de mon voyage. J'ai décidé de venir ici principalement parce que je recherchais des personnes à étudier qui avaient des contacts ou des relations très limitées avec les sociétés structurées par l'État, y compris les gouvernements nationaux, les États-nations, etc. Mon professeur, Stanley Diamond, se concentrait sur ce qu'il appelait la recherche du primitif. Et c'était l'objectif sur lequel j'attirais mon attention avec les Arakbut, qui n'étaient entrés en contact permanent avec la société nationale que dans les années 50. Et il y avait encore beaucoup de monde en vie quand je suis arrivé pour la première fois au début des années 70. J'ai pu les interviewer, obtenir des informations et essayer de reconstruire leur culture d'avant le contact. C'est donc ce que je cherchais à faire. Au milieu de tout cela, j'ai été déçu par le milieu universitaire. J'ai commencé à devenir un activiste et à travailler avec les organisations des peuples autochtones parce qu'il y avait beaucoup de pression extérieure très agressive, à commencer par l'extraction de l'or, mais aussi l'extraction du bois et la colonisation, et bien d'autres choses. Le gouvernement s'inscrivait dans une perspective très colonialiste. Je les ai donc aidés à s'organiser dans ce qui est maintenant la FENAMAD, qui vient de fêter ses 40 ans. La FENAMAD a 38 communautés affiliées maintenant, de 9 peuples indigènes ou groupes ethniques différents. Il y a aussi un groupe, une population d'indigènes isolés, qui, parce qu'ils sont isolés, ne font pas partie de la FENAMAD. La FENAMAD les défend et a des projets pour s'assurer qu'il y ait des contrôles et empêcher les gens de l'extérieur d'aller les voir et de surveiller qu'ils ne soient pas contactés. Pour moi, ce sont tous des personnes en isolement volontaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact permanent avec la société parce qu'ils ne veulent pas l'être. Pourquoi ne veulent-ils pas l'être ? Parce que la société n'a rien fait de bien pour eux. Ils ont introduit de nombreuses épidémies. Ils ont décimé leur population. Il y a eu de violentes incursions de bûcherons, pas seulement les récolteurs de caoutchouc d'avant, mais aujourd'hui des bûcherons, des aventuriers et même des cinéastes qui les dérangent par des incursions sur leur territoire et les forçant à une gamme de plus en plus réduite d'occupations territoriales. Ils savent ce qui se passe ici. Ils savent ce qui se passe même au sein des communautés autochtones reconnues. En fait, ils viennent prendre de temps en temps des choses pour la production agricole, des machettes, des choses comme ça. Mais ils ne veulent pas en faire partie. Et ils ont le droit absolu de ne pas en faire partie, ce que le gouvernement reconnaît en quelque sorte, mais pas complètement, et ne prend pas les mesures appropriées, ou du moins pas assez sérieusement pour empêcher ces pressions extérieures de décimer ces gens et de les détruire. Pendant plusieurs heures, Thomas Moore prendra le temps de m'expliquer son parcours, ce dont il peut témoigner. Les différents types de colons venus exploiter les ressources de la forêt, en molestant les populations indigènes. Les territoires qui leur ont été attribués, bien petits en comparaison de leur territoire d'origine. La souffrance de ces peuples qui n'avaient rien demandé. Les mots de Thomas Moore sont gravés dans ma mémoire. Ils confirment mes doutes. Je n'irai pas déranger les peuples autochtones dans la forêt. Je respecterai leur processus et m'adresserai aux intermédiaires vivant à Puerto Maldonado, à la FENAMAD.
Ces images ne sont donc pas les miennes, mais celles des équipes de la FENAMAD, qui, après un temps assez long, acceptent mes demandes d'interview. Il faut bien avouer qu'ils sont débordés, enchaînant réunion sur réunion. Finalement, je rencontre leur président qui n'a que peu de temps à me consacrer. La FENAMAD est l'organisation indigène régionale qui représente les peuples autochtones de Madre de Dios, ici au Pérou. Nos communautés, et nous-mêmes en tant que peuple autochtone, nous sommes confrontés à des problèmes. Par exemple, le problème de la pollution des rivières par l'exploitation minière illégale. Nous sommes confrontés à une corruption des autorités qui ne permet pas à Madre de Dios de s'organiser elle-même. À l'inverse, les autorités cautionnent les grandes menaces que nous avons en tant que peuple autochtone, dans cette question de, par exemple, de l'ouverture des routes à travers les territoires des peuples autochtones isolés pour répondre aux besoins des exploitants de bois. Dans nos territoires, il y a eu de très gros problèmes. Des problèmes d'invasion, car nos territoires se superposent avec les concessions minières. Dans certaines communautés, 100% des concessions minières se chevauchent. 100% de la communauté est superposée avec des concessions minières. Parce que les gouvernements les ont attribuées sans tenir compte des droits territoriaux. Ils ont autorisé des concessions minières qui se trouvent soi-disant seulement en sous-sol. Mais cela crée de sérieux conflits pour nous. Cela nous a créé des problèmes judiciaires. Au fait qu'il y ait un mineur sur le territoire disant « Ici j'ai mon titre, donc je vais faire de l'exploitation minière », la communauté répond « Non, c'est mon territoire, donc je vais défendre mon droit ». Là se crée un problème d'ordre judiciaire. Du fait que la communauté défende son territoire, le mineur dénonce cette communauté. Et ici, à Madre de Dios, malheureusement, celui qui a de l'argent gagne souvent cette procédure judiciaire. Peut-être que le mineur a beaucoup d'argent. On voit que parfois, ils accordent plus d'attention aux mineurs qu'aux peuples autochtones. Bien sûr, nous n'allons même pas donner un seul centime aux autorités. Cependant, nous allons continuer à défendre nos droits territoriaux. Ils ont peu de temps à m'accorder car ils sont toujours en lutte. Les ennemis changent avec le temps. Chercheurs de caoutchouc, de bois, d'énergie, d'or. Le changement climatique n'empêche pas les hommes et les compagnies de rechercher les profits dans le poumon de la Terre, le plus souvent avec la complicité des États. Que reste-t-il de leur culture, de leur connexion à la nature, de cette vision du monde qui nous fait tant défaut à nous, les Occidentaux? Après un déjeuner rapide dans mon restaurant végétarien préféré, je repasse devant le Mirador. Les mots capital de la biodiversité me semblent bien creux après tout ce que je viens de découvrir. Dans différents endroits de la ville, des graffitis semblent toutefois faire écho à la lutte autochtone, notamment ce portrait d'un indigène assassiné. Je plonge à nouveau dans mon livre. Demain, je dois faire la rencontre de Juan Pecha, un Essayera qui semble très au fait de la culture de son peuple. Apparemment, la famille Pecha est connue. Il est aussi question d'un nom que je n'ai encore jamais entendu, le Yamitekwa, et de l'importance des rêves.
Après une nuit compliquée, c'est à la Fenamad que je retrouve Juan Pecha. Il existe 3 communautés autochtones et Sehera au Pérou, Infierno, Palma-Real et Sonene. Dans les 2 dernières, la partie culturelle est vivante à 100%. Ce n'est pas le cas pour la communauté Infierno, qui a connu un processus très différent, et l'aspect culturel est plus affaibli. Ce n'est qu'une petite partie de la croyance qui reste des anciens Sehera. Cela concerne la nature, le respect toujours pour la forêt. Il y a des limites, certaines espèces d'animaux à ne pas manger, parce que cela a des conséquences. Également l'esprit de l'eau, selon lequel les enfants ne devraient pas se baigner beaucoup. Parce qu'ils peuvent tomber malades. Ou l'esprit de l'enfant, qui peut être attrapé par un esprit de la montagne ou de l'eau. Toute cette partie est toujours maintenue à Infierno, mais la langue n'est presque plus parlée. Nous sommes dans un processus de réhabilitation, disent les enseignants, n'est-ce pas? Mais nous disons de récupération de la langue. L'un des problèmes que nous avons à Infierno est que nous n'avons plus de Yamitecoa, qui est également une partie culturelle du peuple Sehera. Maintenant, ils appellent ça les chamans, ou les curanderos. Dans le peuple Sehera, il n'y a plus de Yamitecoa, il n'y a plus de guérisseurs. Il y a des gens qui ont appris à guérir avec des plantes ou avec de l'ayahuasca. Mais ce n'est pas la culture Sehera, ça vient d'autres peuples. Mais il ne nous reste plus qu'à assimiler, à apprendre ça pour pouvoir soigner ou guérir nos frères qui sont malades. Plus que des rêves, je crois que l'esprit ou la connaissance qu'avait le Yamitecoa est qu'il indiquait à la personne par où elle devait aller, quelle chose elle devait faire. Il avertissait le peuple de ce qu'il devait faire ce jour-là, ou par où il devait aller, ou ce qu'il devait chasser. Les communautés 100% originelles ou pures maintiennent toujours ces activités, à l'exception des guérisseurs. Mais la pêche, la chasse et d'autres manifestations culturelles du peuple sont conservées. Mais les communautés Sehera qui ont d'autres aspirations au point de vue social, culturel, ou qui ont une structure familiale mixte, la plupart se consacrent à l'activité commerciale actuelle. Ils ne pêchent plus, et s'ils pêchent, tout est destiné à la vente. S'ils chassent, tout est destiné à la vente. En autre événement culturel, plus rien n'est pratiqué. Si nous parlons d'Infierno, il y a des plans de vie, des plans de travail, ou peu importe comment vous voulez les appeler. Je vis à Infierno. Je ne suis pas pessimiste, mais je vois une situation très difficile. Parce que la jeunesse, je veux dire que les enfants sont à moitié indigènes et à moitié colons ou métis. Ce n'est plus leur vie la partie culturelle. Maintenant, leur vie, c'est les portables. Leur vie, c'est la danse. Leur vie, c'est autre chose. Cela sera très difficile parce qu'il n'y a pas de travail pour sensibiliser à l'importance de la partie culturelle du peuple Sehera Infierno. Mais à Palma-Real et Sonene, cela ne se produit pas parce qu'ils sont purs et qu'il n'y a pas encore de risque de perdre la langue ou de perdre tout ce qui constitue la partie culturelle. Le hasard faisant toujours bien les choses, il se trouve que pendant notre entretien,
une famille SCRA est venue s'installer à la Fenamad pour quelques jours. Ils sont de la communauté Palma Real, dont vient de me parler Juan Pecha. Ils vivent dans la forêt, à 4 heures de bateau de Puerto Maldonado. Leur communauté n'a ni électricité ni eau courante. Ils chassent, pêchent et cultivent des jardins potagers nommés chacras. Une communauté pure, comme le disait Juan. Ils viennent à Puerto Maldonado vendre leur artisanat pour acheter quelques nécessités. De plus, l'un d'entre eux est diabétique et a besoin d'aller à l'hôpital. Dès qu'ils auront fini leur tâche, ils repartiront loin de la folie de la ville. La tentation est grande de leur proposer de venir les visiter, mais je m'en tiens à mon idée. Je n'irai pas les déranger et inciter d'autres à le faire. Je retournerai par contre à Infierno, où je pense avoir encore à faire. Avant d'aller faire une dernière visite à Infierno, je filme le marché de Puerto Maldonado, où je viens quotidiennement. Mais mon esprit est ailleurs. Une étude scientifique que je viens de découvrir a perturbé ma nuit, et me perturbe encore. Il y a 10 000 ans, le Sahara était vert et regorgé de poissons. Des changements climatiques successifs ont transformé les lacs d'autrefois en désert. Le même sort attend-il l'Amazonie? Le réchauffement climatique que nous sommes en train de vivre n'est pas le premier sur Terre. Mais il est exceptionnel au regard des 2 points suivants. Il est causé par les activités humaines et s'avère beaucoup plus rapide que ses prédécesseurs. Rapide au point que les espèces animales et végétales n'ont pas le temps de s'y adapter. Que va-t-il se passer pour les humains? Allons-nous devoir apprendre à vivre dans le désert? Si le réchauffement climatique continue à cette allure, il faudra des centaines de milliers d'années avant que la Terre ne redevienne hospitalière. En cause, notre mode de vie. La communauté Infierno pourrait-elle représenter un mode de vie intermédiaire entre la ville et la forêt? J'aurais bien du mal à m'imaginer vivre sans électricité et eau courante, comme à Palma Real. Mais Infierno pourrait-il être un modèle d'entre-deux, à défaut de représenter la culture SCRA? De retour à Infierno, je regarde les lieux d'un œil neuf. Les maisons sont espacées, essentiellement faites en bois, pas de bitume. La modernité est certes là, mais relative. La nature a sa place. Je me remémore les mots de la présidente de la communauté. Le territoire est petit et ne permet que l'agriculture. Pour comprendre, je vais voir les champs. Les productions se limitent au maïs, au manioc et à la banane. On me montre une plantation récente de cacao, financée par une ONG. Les premiers tests ont été concluants. Les arbres sont prêts à être plantés. Le cacao devrait rapporter davantage. Au moins, ce seront des arbres qui seront plantés. Bien entendu, les habitants sont pauvres à nos yeux d'occidentaux. Ils vendent les bananes, le maïs, le manioc et bientôt le cacao pour acheter les autres produits dont ils ont besoin. Et comme le disait la présidente,
ils chassent et pêchent un peu illégalement sur leur territoire ancestral. De quoi survivre, mais ils dépendent en tout cas des ventes qu'ils font en ville. Les véhicules, l'essence, l'électricité doivent être financés. Il est assez difficile d'avoir une opinion sur leur mode de vie. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont plus autosuffisants, même au niveau alimentaire. Ils ne produisent que pour vendre. Ils dépendent de la ville et sont comme absorbés petit à petit par elle. J'ai l'intime conviction que nous devrons tous tôt ou tard produire à nouveau notre nourriture nous-mêmes. Que nous devrons nous reconnecter à la nature par ce biais. Ce qui nous rendra peut-être à nouveau humbles. Je suis ici Miguel Pecha, l'oncle de Juan, ancien président de la FENAMAD, qui vit ici à Infierno. À 70 ans, il part travailler dans les champs. Le fait-il par plaisir? Par obligation? Par habitude? Je quitte Puerto Maldonado en ayant vécu moins d'aventures que j'avais imaginées, mais avec le sentiment d'avoir fait le bon choix. Je n'ai que peu rencontré les natifs de la forêt, mais, pris hors contexte, le mode de vie à Infierno me semble malgré tout intéressant. Pour en discuter, j'ai ressenti le besoin de revoir Thomas Moore, l'anthropologue, et pour cela me voici à Lima. J'ai besoin de mieux comprendre le problème de la taille du territoire des peuples autochtones, de l'agriculture pratiquée à Infierno et du lien avec la déforestation. Dans le cadre de l'horticulture indigène traditionnelle, la forêt se reconstitue, car de petits jardins sont plantés dans de petites zones, et ils se déplacent vers d'autres endroits après quelques années, et la forêt se reconstitue. Donc il ne s'agit que d'une déforestation temporaire dans de très petites zones. Donc non, ça n'a pas détruit la forêt. La forêt change constamment. Lorsqu'un arbre tombe, il ouvre une clairière. La même chose se produit avec un chacrin indigène ou un jardin pour la production horticole. Chaque famille a ou avait, ça change vite, 8 ou 10 jardins traditionnellement. Et lorsque l'un s'appauvrit ou produit à sa capacité maximale, il est abandonné et la forêt prend le relais. Car la zone défrichée n'est pas si grande que la diversité ne peut pas se reconstituer dans cette zone. Et aussi les gens se déplaçaient beaucoup, alors que maintenant, ils sont concentrés dans une zone fixe. Une population concentrée, plus urbaine, en un seul endroit. J'ai la réponse à ma question. Le territoire actuel d'Infierno ne permet plus le nomadisme et la création de multiples petits jardins abandonnés à la forêt par la suite. Les populations ont été sédentarisées sur une zone bien plus petite que leur territoire ancestral et sont donc contraintes de cultiver sur une surface unique, sans arbres. Mais que penser alors de la culture du cacao qui démarre à Infierno? Il y a un sérieux problème avec n'importe quelle sorte de monoculture dans le bassin amazonien. Il y a un certain nombre d'ONG et de programmes gouvernementaux qui ont introduit le cacao en prétendant qu'il prévient la déforestation parce que ce sont des cultures arboricoles.
Mais c'est un non-sens, parce que la forêt, la principale propriété de la forêt est sa diversité. Et moins cette diversité est reproduite, telle qu'elle l'est naturellement dans la forêt, eh bien il n'y a pas de durabilité. Quand on fait de la monoculture, on dépouille le sol et on détruit la possibilité de récupérer la forêt pour des activités futures. L'équilibre doit être maintenu et le marché ne doit pas déterminer ce qui est cultivé ou ce qui est utilisé dans la forêt. Elle doit être mieux protégée et gérée selon des façons de faire indigènes qui, elles, respectent la diversité. Thomas Moore a la gentillesse de me recommander des lectures pour continuer mes recherches. Je suis ravi de l'avoir rencontré. De nombreux anthropologues, notamment des Français, ont écrit sur le rapport entre l'homme et la nature. Ils sont sûrement ceux qui ont le mieux compris l'importance de changer notre regard sur la nature et sur nous-mêmes. Je finis ce voyage avec des pistes, avec le sentiment qu'un autre mode de vie est possible. Infierno n'est peut-être pas un modèle, mais s'inspirer de l'expérience des SCRA et des peuples autochtones peut s'avérer utile pour créer une nouvelle façon de concevoir nos vies. Pour cela, il faudra sûrement commencer par produire notre alimentation sur des surfaces plus petites, avec plus de monde dans les champs et moins de machines. Produire en imitant la nature, en se basant sur la diversité, sur l'arboriculture en lieu et place de la monoculture. Nous avons quitté nos champs pour vivre dans des villes, en nous coupant de la réalité de la nature. Nous avons accéléré nos vies, augmenté nos envies, nos besoins. Si nous voulons éviter le désastre, il va sûrement falloir abandonner notre vision anthropocentrique du monde, la croyance que l'humain est au centre de tout, et accepter de ralentir pour recommencer à observer, à contempler la nature, mais aussi à la comprendre en utilisant les outils et les connaissances nouvelles, la permaculture, les jardins-forêts, qui sont des solutions pour envisager de produire sans détruire. L'harmonie est possible. Encore faut-il la vouloir. Encore faut-il qu'un arbre planté vaille plus qu'un arbre coupé.